Bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation pour cette audition en vue de la discussion sur notre proposition de loi d'institution d'un fonds d'aide à la création artistique. Alors vous avez reçu, j'imagine, cette proposition de loi de notre groupe, la France Insoumise, pour la niche parlementaire qui aura lieu le 21 février. Je vous propose de vous donner tout de suite la parole pour vous présenter succinctement et nous dire dans la foulée vos impressions, vos critiques, positives ou négatives, de cette proposition de loi. Je vais peut-être commencer par vous-même. J'appuie sur quelque chose là. Oui. Voilà, bonjour. Catherine Winaud, plasticienne, membre du comité des artistes auteurs plasticiens. Oui, effectivement, nous avons bien lu cette proposition et en guise d'introduction, j'ai envie de vous raconter une anecdote personnelle. Il y a une dizaine d'années, je revenais de chez mes parents et sur le quai de la gare, mon père me dit « Bon, et puis travaille ». Je le regarde, je ne réponds pas. Sa réflexion est un peu absurde parce qu'il sait très bien qu'en fait je suis une grosse bosseuse. Donc il se reprend, il me dit « Enfin, gagne de l'argent ». Là c'est pareil, je ne réponds pas. Il sait très bien que effectivement je travaille beaucoup, mais que je ne suis pas rémunérée en fonction ni de mon travail ni de mes compétences. Donc je ne réponds toujours pas et il conclut « Enfin bon, change de métier ». Voilà. Donc je pense que ça synthétise un petit peu la situation dans laquelle nous sommes et la raison pour laquelle la création de ce fonds me paraît extrêmement pertinent. Il faut appuyer sur le bouton, celui-là. Non, le vôtre. Oui, c'est fait. Moi, c'est déjà fait, moi. D'accord. Qui est rouge. Bon. Tac, et ça revient. Et alors, je vais vous le redonner, mais je vais juste vous passer la parole. On va faire un truc, c'est... C'est pour vous. D'accord. C'est pas mal, hein, comme jeu. On avait ça ou le mastermind, j'ai pris ça. Ça me rappelle les échecs. Et... Moi aussi, beaucoup de mes échecs. C'est drôle qu'on appelle en français ces jeux-là échecs. Des succès. Bon. On s'interrogera un autre jour. Et bonjour, Georges Alvarez, je suis photographe et je m'occupe des questions juridiques au Syndicat national des photographes, qui est un jeune syndicat qui a été fondé par des jeunes d'ailleurs. Ça ne se voit pas, mais et en 2015 et qui grandit de jour en jour. Je crois qu'on a discuté un petit peu entre nous, on s'est dit qu'il y avait un certain ordre à respecter pour qu'on n'ait pas vous faire perdre du temps. Et donc je passe tout de suite la parole d'abord à mon camarade et ensuite on répondra avec Catherine, si vous voulez bien entendu. Je veux bien. Donc très bien, on va faire comme ça. Monsieur... Bonjour, je suis Tomoya Fujimoto, photographe et membre du Syndicat national des photographes. Et qui a, je crois, un micro ou un portable avec le micro ouvert ou des choses comme ça. Ah, c'est le portable. Ah, c'est le portable. Voilà. C'est vrai que le Non. C'est d'être le micro espion que vous avez sur vous. Alors, j'espère que c'est mieux. C'est radioactif. Ah, peut-être. C'est radioactif. Donc oui, j'ai lu très attentivement cette proposition de loi et je dois dire qu'elle est extrêmement bienvenue, car c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que les jeunes artistes auteurs rencontrent énormément de difficultés, notamment à amorcer leur carrière, en raison principalement d'insécurité financière et un peu, alors, je le dis Catherine d'une manière un peu différente, mais souvent de se dire, ben voilà, il faut trouver un travail élémentaire qui va me faire vivre. Et surtout, c'est qu'un artiste qui débute, en général,
ce sont des gens qui sont relativement isolés, qui ont peu ou pas accès à des réseaux professionnels et institutionnels. Même quand c'est le cas, ils n'ont pas forcément connaissance des aides qui existent déjà. Il y a plus des aides qui sont assez rares et souvent très orientées. Et même dans le cas de figure où ils postuleraient pour ces aides, eh bien, de manière assez récurrente, les institutions préfèrent délivrer ces aides, enfin les attribuer à des artistes qui ont eu le temps un peu de développer une pratique, et donc ces artistes s'en retrouvent exclus. Et donc très souvent, on a des jeunes artistes qui vont avoir une activité secondaire qui va leur permettre de subvenir à leurs besoins du quotidien et de financer leur pratique artistique. Le problème, c'est que même une fois que l'œuvre est créée, il faut la diffuser. Donc il y a une recherche d'éditeurs, de galeries, de théâtre, bon, évidemment selon la pratique de chacun. Et que tout ça, c'est aussi des choses qui prennent du temps, et c'est un temps pendant lequel eh bien, il faut continuer à se financer. Et le truc, c'est que ça ne s'arrête pas là, parce que justement, quand on est jeune artiste, même si c'est diffusé, même si on a on peut obtenir une certaine reconnaissance institutionnelle, ça garantit toujours pas un revenu. Et même quand on a un revenu, une rémunération par rapport aux œuvres qui ont été créées, c'est très rare que, non seulement que ça couvre les frais de production, parce qu'en général, c'est des choses qui prennent du temps, et c'est encore plus rare que ça permette de financer les projets à venir. Du coup, c'est très très courant. Moi, je le vois autour de moi, puisque j'ai fait une formation en beaux-arts, un master en photographie, et de voir de jeunes auteurs, soit qui mettent en pause leur pratique en disant je peux pas continuer parce que il faut manger, ou qui renoncent complètement, qui disent non, c'est pas possible, alors qu'ils vont essayer de trouver peut-être un travail dans des domaines qui s'en rapprochent, mais finalement qui abandonnent du coup toute idée d'une pratique artistique. Et ça, c'est vraiment extrêmement dommage. Et c'est pour ça que donc, les mesures de soutien qui sont prévues dans ce projet de loi, je pense, seraient extrêmement bénéfiques, parce que justement, ça permettrait à tous ces artistes, alors, dans une certaine mesure évidemment, mais d'avoir peut-être un peu plus un sentiment de sécurité, justement un sentiment de soutien, mais pas que financier, qui est aussi un soutien moral, et qui permettrait sans doute à ces gens de se projeter plus facilement dans l'avenir, justement de ne pas dire je mets en pause mon travail artiste et on verra peut-être dans quelques années quand j'aurai les moyens de le financer plus facilement, ou tout simplement même à des auteurs qui peuvent avoir l'ambition et qui renoncent même avant d'avoir commencé en se disant je ne pourrais pas justement assumer ça, et je pense que les mesures qui sont prévues pourraient encourager ces gens-là à franchir le pas et à se dire voilà, je ne suis pas tout seul, il y a un système d'aide qui va me permettre d'amorcer ma carrière, et ça je pense que c'est quelque chose qui serait extrêmement bénéfique. Merci monsieur. Oui, alors effectivement la proposition de loi pour rappeler est l'institution d'un fonds de soutien à la création artistique. Alors, ça veut dire que dans ce fonds de soutien, on a les aides à la première création, celle dont vous avez parlé, et puis l'institution d'un droit pour nous essentiel. C'est un droit essentiel pour nos artistes, mais aussi pour notre société. En fait, cette idée de créer un droit, c'est d'appuyer définitivement le fait que l'on considère, que l'on donne un statut social à tous les artistes dans ce pays. Je m'explique. On avait un statut des intermittents du spectacle vivant. Ce statut ne pouvait être appliqué à d'autres domaines d'activité, notamment les arts plastiques ou l'édition ou d'autres domaines, parce qu'il était établi quelque part sur des critères d'heure ou des critères financiers. Et dans la peinture, notamment dans la photographie, comment
comment comptabiliser des heures, des choses comme ça, de peinture ou de photographie. Voilà. Donc c'était impossible. Il fallait donc essayer de trouver quelque chose de transversal qui concerne l'ensemble de la création artistique. Et c'est ce fonds qui permet ceci. Ce fonds, il instaure donc un droit. Un droit, c'est pas... Il y a une bourse, il y a une aide financière pour les premiers, et puis derrière, lorsque l'artiste est reconnu, parce que si on fait quelques premières créations et qu'on est toujours sous le système des aides, si on n'a pas d'aide, on arrête. Et donc avec ce droit, non, on peut continuer. Et ce droit, tout le monde peut y prétendre. Alors, il ne s'est pas détaillé dans la loi, mais en gros, nous avions calculé quelque chose comme 90 jours par an, recevoir un subside qui permette d'aider les artistes à créer. Et ceci pouvait être cumulable sur 3 ans, parce qu'il y a des créations plus ou moins longues, de 90 jours, 180 jours ou 270 jours, et au bout de 3 ans, on remettrait à zéro. Ça, c'est pas inscrit dans la loi, mais c'est quelque chose que nous proposerions si cette loi était votée. Ça permet aux artistes de savoir que la société les reconnaît comme personnages aussi importants que tous les autres dans notre société, aussi importants que le docteur, que le boulanger, que le charpentier, que l'ingénieur aéro, peut-être même des fois un tout petit peu plus, parce que quelque part, cette création, c'est ce qui va donner sens à nos sociétés futures, comment nous l'entendons. Voilà. Donc, c'est le principe de base de cette proposition de loi. Et derrière, il faut bien le financer. Alors, elle a été acceptée parce qu'on a trouvé le moyen de financer. C'est pas sur les droits d'auteur. C'est quelque chose d'assez de parallèle, mais qui ne touche pas aux droits d'auteur. Après consultation, justement, des artistes, ce que vous avez dit tous les trois reflète assez bien ce que pensent les artistes. Et quand on fait une proposition de loi, chez nous, on essaie de faire une proposition de loi pour les gens, pas contre les gens. Et donc, à partir de ce moment-là, les artistes sont plutôt satisfaits de cette proposition de loi. Maintenant, il faut la financer, et nous la financerions sur une taxation de 1% sur l'activité lucrative, que sur l'activité lucrative des œuvres après les 70 ans après la mort, c'est-à-dire là où il y a domaine public aujourd'hui, et sur 1% sur les bénéfices. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais vous, moi ou qui que ce soit d'autre veut utiliser une pièce de Molière, il peut, en tous les cas de figure, il pourra, il ne sera pas taxé. Par contre, si derrière il en fait une activité lucrative, alors effectivement il y a sur 1% sur le bénéfice. Ça veut dire que si jamais une troupe de théâtre fait 5 000 € de bénéfice, moi j'étais président d'un festival de théâtre, les petites troupes de théâtre quand elles font 5 000 € de bénéfice sont très contentes, elle aura payé 50 € par exemple. Par contre, celui qui fait 5 millions de bénéfices, c'est autre chose. Voilà. Et donc nous savons que par ce procédé, nous arriverions à financer très très largement l'obtention d'un droit pour les artistes et d'une aide pour les primo-créateurs. C'est le principe de cette loi, de pouvoir dire aux artistes vous comptez pour nous dans cette société, parce que pour nous, la culture est un des pivots essentiels du développement de nos sociétés. Voilà comment nous l'avons conçu. Alors après, je vais, plutôt que vous poser certaines questions, parce qu'on a reçu aussi des artistes-auteurs hier, et ce qu'on a pu, et c'est pour ça que cette loi a été proposée, pu retirer de ces auditions, c'est que tous les artistes disent la même chose, c'est la précarité dans laquelle surtout les jeunes artistes se trouvent, et des anciens aussi, mais les jeunes en très grande partie. On a un taux de 40% de gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté dans le domaine des créateurs artistiques, alors qu'il est de 15% au niveau national dans toute la population. On a là des populations hyper précarisées. Donc le fait de leur donner un subside, même pas énorme, suffit à les laisser respirer et avoir le temps de la création et le temps de pouvoir se projeter dans un avenir créatif.
Et c'est ça qui est intéressant, c'est ce que vous avez dit, c'est qu'à un moment donné, quand on fait une création, et si elle se vend, il faut qu'elle se vende suffisamment bien pour pouvoir assurer les subsides de la prochaine création. Et ça, c'est embêtant. Avec notre droit, qui est essentiel pour nous, qui est défini, à ce moment-là, vous aurez toujours le droit à cette création chaque année, quoi. Voilà. Donc, maintenant, je vais revenir à vous, parce qu'en fait, monsieur a bien développé, et vous non. Alors, je vais vous laisser développer. Et je répondrai à vos questions, je vous en poserai d'autres. On va faire sur le système d'un échange, si vous le voulez bien. Voilà. Et puis, pardon, si tu veux intervenir, il y a... D'accord. Oui, donc, en fait, on s'est posé deux questions essentielles par rapport à ce projet de loi. C'est, d'une part, est-ce que la création de ce fonds est pertinente? Et d'autre part, est-ce que les modalités de financement de ce fonds sont judicieux? Et donc, on a réfléchi collectivement et on a répondu à ces deux questions par l'affirmative, mais ça ne suffit pas de répondre oui, il faut aussi expliquer pourquoi. Donc, pourquoi la création de ce fonds est pertinent? Eh bien, d'abord parce qu'il n'existe pas. Actuellement, le seul fonds mutualisé dédié aux artistes-auteurs, c'est leur fonds de formation continue. Et ce fonds de formation continue, je n'en date que de 2013, donc il est très récent. Mais il n'existe pas d'autres fonds mutualisés pour l'ensemble des artistes-auteurs. Il n'en existe pas. Et notamment, il n'en existe pas pour le soutien à la création. Or, se former, c'est bien, mais créer, c'est pas mal non plus. Donc, voilà. Donc, première raison, effectivement, il n'existe pas et ce serait très important qu'il existe. Deuxième raison que nous avons repérée, il y a des dispositifs d'aide qui existent actuellement, mais ils sont insuffisants et ils ne touchent qu'une minorité, et pas nécessairement la minorité qui en a le plus besoin. Ça fait un drôle de bruit, donc j'essaie de le mettre autrement. Voilà, plus loin. Non, c'est pareil. Par contre, tu entends tout. Oui, donc les dispositifs d'aide existants sont éparpillés, généralement peu dotés, parfois méconnus des artistes-auteurs eux-mêmes. Et encore une fois, voilà, il ne bénéficie qu'à une petite minorité d'artistes-auteurs qu'on appelle généralement les plus repérés, entre guillemets. Voilà. Donc repérer, c'est l'expression consacrée qui relève un petit peu d'un euphémisme du dicton populaire, et il pleut toujours là où c'est mouillé. Donc voilà, troisième raison dont vous avez vous-même parlé, actuellement les difficultés économiques et sociales propres aux artistes-auteurs ne sont pas ou peu prises en considération par la société. Donc la création de ce fonds répondrait effectivement de répondre à un besoin qui est criant. Le revenu médian des artistes-auteurs est 2 fois plus faible que celui des salariés en France. Être artiste-auteur recouvre des réalités très contrastées, dont les deux pôles extrêmes sont d'une part un très petit nombre d'artistes-auteurs qui parvient à vivre largement de leur activité artistique, et de l'autre une population nombreuse dont les revenus tirés de leur activité artistique sont faibles. Cette forte concentration de revenus est commune à toutes les catégories d'artistes-auteurs, écrivains, plasticiens, photographes, compositeurs, etc. Donc, la répartition du revenu, on a des chiffres là-dessus par la NDA et la DESA, hein. La répartition du revenu global des artistes-auteurs est structurée en fait comme celle d'un pays sous-développé. C'est-à-dire que plus de la moitié des artistes-auteurs se partagent 10% du revenu global, cependant qu'inversement, 10% des artistes-auteurs se partagent 45%. Voilà. Donc là, ça veut dire aussi que la classe moyenne est pratiquement inexistante dans cette population. Et effectivement, la majeure partie a des revenus inférieurs au seuil de pauvreté. En fait, globalement, la sous-rémunération des artistes-auteurs tient lieu systématiquement de variables d'ajustement dans le secteur culturel. C'est-à-dire que l'économie de la culture se fait à la fois grâce et au détriment des artistes-auteurs. Les conditions de vie et d'exercice des artistes-auteurs, on peut dire qu'elles n'ont somme toute pas tellement évolué depuis le 19e siècle.
On en est toujours un petit peu là. En fait, nous sommes toujours les parents pauvres de la culture. Voilà. Alors que sans nous, bien évidemment, rien n'existerait. Je veux dire, sans artistes-auteurs, il n'y aurait pas d'œuvres, donc pas de films, pas de musique, pas de livres, pas d'œuvres d'art, etc. Donc au bout du compte, pas de culture. Donc ce que je dis, voilà, par rapport aux conditions, aux difficultés économiques et sociales des artistes-auteurs, en même temps, n'est pas un scoop. C'est-à-dire que quel parent se réjouit quand son enfant lui dit « Tiens, je vais faire peintre ou sculpteur ou écrivain, voilà. » Je veux dire, donc c'est une catastrophe. Voilà, hein, une telle annonce dans une famille est une catastrophe. Voilà. Donc ça veut bien dire, en réalité, que tout le monde sait que c'est une galère, et en même temps, tout le monde s'en lave les mains, puisque rien n'est fait pour pallier à ça. Donc effectivement, nous sommes dans une situation indigne, je veux dire, d'un pays comme la France aujourd'hui, de se laver les mains de ces artistes à ce point-là, c'est quand même un gros problème, je dirais. Quatrième bonne raison, qu'a un petit peu évoqué Tourbeya, il y a un problème de déficit de diversité sociologique des artistes-auteurs qui sont soutenus. Diversité aussi bien en termes de sexe, d'origine nationale ou d'origine sociale. Et ça, en fait, c'est un frein à la démocratie culturelle. Un fonds mutualisé ouvert à tous permettrait à plus d'artistes-auteurs de créer indépendamment de leur sexe et de leur milieu social d'origine. Actuellement, en fait, l'archétype de l'artiste-auteur soutenu par le marché ou l'institution est clairement un homme blanc et de milieu social favorisé. Donc aujourd'hui, en fait, combien d'artistes-auteurs viennent des milieux modestes? Là, on n'a pas les statistiques parce qu'on n'a pas de... Mais on peut supputer. Et du coup, qui peut se permettre financièrement d'être artiste-auteur? Majoritairement, forcément, ceux qui peuvent être soutenus par leur famille ou par un réseau de proches aidants. Voilà. D'ailleurs, quand on parle, parce qu'on parle dans les politiques publiques, on parle très souvent de démocratisation culturelle. En fait, quand on parle de démocratisation culturelle, on fait implicitement référence qu'à la diffusion des œuvres, et pas à leur création. C'est-à-dire, on veut élargir les publics et l'accès aux œuvres, mais on oublie d'élargir le spectre des créateurs et des créatrices. On oublie d'élargir l'accès à l'acte créateur lui-même. Donc, pour nous, enfin, c'est évident que la diversité culturelle, tant du point de vue de sa diffusion que de sa création, est une condition sine qua non d'une réelle démocratie de la culture. Et cette diversité culturelle, pour le coup, n'est possible que si l'on crée les conditions d'une diversité sociologique parmi les artistes-auteurs eux-mêmes. Conditions qui, actuellement, ne sont pas réunies, c'est évident. Cinquième raison, la particularité des revenus de la création artistique justifie à elle seule la création d'un fonds comme celui-ci, c'est-à-dire un fonds mutualisé avec un financement fléché pour la création. Parce que les activités artistiques, tout comme la recherche scientifique, ne produisent plus, en tout cas, ne produisent pas de valeur marchande immédiate. Donc l'exercice de ces activités sont différentes en fait des professions de type classique et posent des problèmes particuliers. Alors l'utilité sociale de ces activités, que ce soit l'activité artistique ou la recherche scientifique, bien que ce soit dissocié du marché, est quand même globalement incontestée. Tout le monde trouve que c'est quand même utile, quoi. Donc ce que les auteurs de la création artistique apportent et rapportent à la société est indéniable. Et les retombées aussi sont indéniables, même en termes économiques. On le sait aussi. En fait, la création artistique est un défi pour les notions communes de profession et de travail, parce que
la création artistique est dissociée d'un revenu immédiat et proportionnel au temps de travail. Ce qui n'empêche que c'est une activité productive réelle et essentielle pour toute société humaine. Donc voilà, en plus le travail des artistes, auteurs est régulier. En revanche, les revenus en face sont à la fois imprévisibles et irréguliers. Donc le fait d'être à la fois déconnecté d'un revenu immédiat, déconnecté d'une proportionnalité au temps de travail, imprévisible et irrégulier, ça fait vraiment des spécificités très particulières, quoi. Et c'est vrai que quand on commence un tableau ou un livre, on ignore combien, quand et même à qui ça rapportera. Voilà, c'est-à-dire que pour subvenir à nos besoins pendant que l'on crée, ce à quoi répond ce fonds, c'est effectivement un enjeu crucial. Et dans notre esprit, c'est effectivement aussi de la responsabilité de l'État et des pouvoirs publics de créer, de développer un environnement économique et social qui soit propice à la création artistique. Voilà, donc pour toutes ces raisons déjà, effectivement, la création de ce fonds nous paraît non seulement positive, mais tout à fait cruciale. Après, nous avons réfléchi donc sur la modalité de financement. Donc, vous l'avez dit, hein, le fonds sera financé par une taxe de 1% sur les bénéfices tirés de l'utilisation commerciale et à but lucratif des œuvres entrées dans le domaine public. Moi, je préfère dire entrer dans le domaine public que tomber. Tomber, on a l'impression que c'est une sorte de déchéance, je trouve. Je ne vois pas en quoi c'est une déchéance, au contraire. Voilà. Donc, entrer dans le domaine public, je pense que c'est une expression qu'il faut mieux développer par rapport à tomber. Donc oui, nous, on trouve que ce financement est judicieux. Déjà, par les temps qui courent, c'est un financement qui ne grève pas le budget de l'État. Donc déjà, ça c'est une bonne chose. Ensuite, chacun pourra continuer de faire un usage non lucratif du domaine public. En revanche, ceux qui privatisent, voilà, c'est ceux qui privatisent cet usage du bien public à des fins commerciales, qui eux devront verser un petit pourcentage pour soutenir la création vivante. Donc pour nous, c'est en réalité rétablir un équilibre et un bon usage du domaine public. C'est d'ailleurs le cas du domaine public matériel, si j'ose dire. Parce que le législateur a quand même érigé en principe que toute occupation privative du domaine public, là au sens physique, était assujettie au paiement d'une redevance. Donc quand un commerçant installe des tables et des chaises sur le trottoir et qu'il donc en tire un bénéfice commercial, il paie une redevance. Pourquoi est-ce que ce serait pas... Je dis ça parce qu'on sait bien qu'il y a quasiment une forme d'intégrisme contre rendre payant le domaine public. Mais je veux dire, à partir du moment où il rapporte, voilà, s'il y a un usage commercial du domaine public, ben oui, donc, en plus, en y réfléchissant, on s'est dit qu'actuellement, quand une œuvre entrait dans le domaine public, en réalité, ça créait un effet d'aubaine pour les diffuseurs commerciaux. Puisque là, ils n'ont plus à payer de droits d'auteur. Donc, du coup, en réalité, ils augmentent leur marge bénéficiaire. Donc, et en plus, comme il s'agit d'œuvres qui sont entrées dans le domaine public, ils peuvent aussi choisir, entre guillemets, des valeurs sûres. Donc d'une certaine façon, ils ne prennent aucun des risques qui sont pris quand on diffuse des œuvres contemporaines. Voilà, ils peuvent en tous les cas mesurer le risque qu'ils prennent et ne pas en prendre du tout, c'est ça que je veux dire, parce qu'ils peuvent aussi choisir de diffuser des œuvres plus méconnues, quoi. Donc en réalité, dans la situation actuelle, il y a un déséquilibre au détriment des artistes-auteurs vivants. Et alors l'argument selon lequel cette redevance pourrait mettre en péril l'économie des diffuseurs, ou que cette redevance freinerait la diffusion de certaines œuvres du passé qui seraient encore trop méconnues,
là, ne tient pas en regard de ce que vous avez proposé. Cette redevance est faible, c'est 1%, et elle porte sur le bénéfice, elle ne porte pas sur le chiffre d'affaires. Voilà. Donc, vraiment, ça nous paraît des arguments qui ne tiennent pas. Hein. Et puis, il faut aussi rappeler quand même une fois de plus que l'artiste-auteur est quand même le seul travailleur qui peut rapporter plus mort que vivant. Donc, sans artiste-auteur, pas d'œuvre, mais l'œuvre survit à l'artiste. Et peut alors rapporter gros, voire très gros, mais à d'autres, comme en témoignent soit les best-sellers du passé, soit les records de vente aux enchères, etc. En fait, l'artiste-auteur a le grand tort d'être contemporain de son œuvre. La construction d'une œuvre se fait plus souvent au prix d'une vie de labeur, dans la précarité, voire la pauvreté. Et au moment où il pourrait enfin mettre du beurre dans ses épinards, l'artiste-auteur mange les pissenlits par la racine. C'est bête, hein? Voilà. Donc nous avons le grand tort d'être contemporains de nos œuvres. Donc au final, la création artistique rapporte souvent plus à ceux qui n'en font pas, et a posteriori. Donc en instaurant une taxe sur les œuvres du domaine public, ce que rapportent nos aînés, les morts, permettrait aux vivants d'avoir de meilleures conditions de travail et de création. Et que cette redevance soit établie sur l'usage commercial du domaine public permet de répondre à la nécessité d'une mutualisation et d'une solidarité intergénérationnelle entre artistes-auteurs. Et pour nous, donc, elle est parfaitement légitime et logique en regard du caractère justement dissocié de nos revenus artistiques. Ceci étant, on s'est aussi dit que, donc pour nous, cette modalité de financement est effectivement tout à fait judicieuse. Mais on s'est dit qu'il fallait toutefois veiller à ce que le produit de cette redevance soit effectivement, intégralement et exclusivement affecté à ce fonds institué pour les auteurs vivants. On dit ça parce qu'on sait que par le passé, certaines taxes ont été créées et initialement fléchées pour tel ou tel usage, et que par la suite, elles ont été défléchées et donc soit affectées à d'autres usages, soit carrément entrées dans le budget de l'État. Donc là, je pense qu'il faut qu'il y ait une vigilance particulière à ce sujet. Et puis aussi, on sait également que, et là je laisserai la parole après à Jorge là-dessus, mais on sait également que, par exemple, l'affectation du quart copie privée, donc il y a un droit collectif prévu par le Code de la propriété intellectuelle. Donc cette affectation et cette répartition du quart copie privée qui est faite par les OGC, les organismes de gestion collective, les sociétés d'auteurs, on se rend compte qu'elle profite essentiellement aux diffuseurs. Et non pas... donc vraiment, je ne sais pas comment, mais d'une manière ou d'une autre, il faut qu'on ait la certitude que ce ne soit pas créé puis dévoyé. Ok, je vais juste répondre à deux, trois choses. Bon, merci déjà pour cette analyse quasi exhaustive. Donc, non, merci. Sur le fait de droit et effectivement la pérennité de l'aide va dans le sens où nous établissons un droit. C'est pas une subvention. Une subvention, c'est au coup par coup. Voilà. Le droit, c'est quelque chose, comme son nom l'indique, de légitimement accessible tout le temps. Donc c'est ça qui est important dans la chose, c'est de pouvoir avoir une pérennisation du soutien et non pas une subvention ponctuelle ou même une convention de 2 ou 3 ans. Pour un artiste, 2 ou 3 ans, c'est rien, enfin, vous le savez. Derrière, sur le chiffre d'affaires, alors on a reçu hier les caisses, on a eu, c'était l'ADAGP. Alors, eux, ce qui est intéressant quand même, c'est que les artistes sont plutôt, quand même, quasiment tous très favorables à cette proposition de loi, mais les caisses aussi. Les caisses aussi, parce qu'elles disent, bon, écoutez, vous touchez pas au droit d'auteur, quelque part, ça c'est bien, et voilà. Et derrière, ils nous disent, oui, ben, effectivement, nous, je pense que ça va effectivement aider les artistes.
Maintenant, et ils nous ont dit qu'ils avaient fait des études pour savoir un petit peu quel était le volant financier qui était généré par toutes ces activités. Alors ils ont regardé secteur par secteur, et à leur grande surprise, le secteur le plus, quelque part, productif au niveau de la masse financière, c'est le secteur des arts plastiques. Et avec 21 milliards de chiffre d'affaires. Donc c'est plus que l'automobile, c'est quelque chose, ils nous ont dit que c'était sur la culture le troisième ou quatrième, non c'est quatrième secteur bénéficiaire en France. Alors dans la balance commerciale, c'est quand même important ça, parce que quand on connaît notre balance commerciale, c'est sympa quand on a des trucs qui sont excédentaires. Donc c'est pour ça que cette loi et ce secteur doit être regardé, favorisé, aidé et le plus longuement possible. Et ensuite, l'affectation. Moi je dis qu'il faut qu'elle soit affectée à ce que vous avez dit, madame. Mais je ne suis pas d'une part dans le gouvernement, je ne serai peut-être pas dans le prochain, ni dans celui d'après, donc je ne peux pas deviner si on va la réaffecter cette taxe. Mais je ne souhaite pas qu'elle soit réaffectée. Si on fait ce fonds, et regardez bien comment c'est intitulé, c'est l'institution d'un fonds de soutien à la création artistique. Parce que sachez quand même que même avec tous les créateurs que nous avons, l'assiette sur laquelle nous établissons les recettes est extrêmement vaste. Ça veut dire qu'en gros, même si pour les premières créations, c'est un soutien, une aide plutôt qu'un droit, finalement ça deviendra un droit, parce que le volet financier sera tellement conséquent, ce sera difficile de refuser à un jeune créateur quelque chose. Quand on refuse, c'est parce que, ou alors franchement, le truc, après moi je suis pas compétent pour juger ceci, voilà. Et donc il y a aussi, pour Madame la députée qui est là aussi, une information, c'est que derrière il y a des droits et devoirs, c'est-à-dire que l'accession à ce droit est conditionnée à cotisation. À cotisation notamment pour avoir un droit pérenne à 3 ans, c'est ce que nous pensons nous, aux caisses, notamment la GESA, de manière, si les gens ont ce critère principal, qui risque peut-être, après c'est le comité qui décidera, le comité qui sera mis en place, mais à partir de ce moment-là, il y a une reconnaissance effectivement quelque part de l'administration et de l'institution qui dit oui, effectivement, cette personne est dans le circuit artistique, donc elle peut prétendre légitimement aux droits que nous proposons, nous. Voilà. Donc, et un droit, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose de pérenne. Donc, on peut avoir des créations, même si elles sont plus longues que 270 jours, qui peuvent être à étapes, ça peut même permettre des respirations, et je sais qu'au niveau de la création, j'étais président d'un festival de théâtre, donc dans le spectacle vivant, notamment, les gens ont besoin. Alors il y a les créateurs qui créent abondamment tout le temps, mais il y a des gens qui ont besoin de respiration entre deux créations, et donc ça permet aussi ces respirations. Hein. Voilà ce que je voulais préciser par rapport à ce que vous avez dit. Je vous laisse la parole, monsieur. Merci. Je voudrais simplement... Ah oui, pardon. On pourrait continuer à parler. Pardon. Pardon. Excuse-moi. Je vais juste... Parce que, si tu avais peut-être une question... Oui. Comme ça, Madame Berger va poser une question et on pourra en même temps répondre à ces questions. Une ou plusieurs, hein, bien sûr. Pardon. Merci beaucoup et merci d'être venu à cette audition. Je ne reviendrai pas sur ce que vous avez dit sur la précarité aujourd'hui des artistes-auteurs et puis la complexité aussi des différents systèmes qui peuvent exister, on la connaît. Vous avez soulevé le fait qu'il y avait un certain nombre de fonds qui pouvaient exister, mais qui étaient extraordinairement complexes, parfois illisibles, ou qui n'étaient pas fléchés vers ceux qui en auraient peut-être le plus besoin. Comment faire en sorte, si demain ce fonds venait à être créé, pour justement que ça n'ait pas les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. C'est-à-dire comment garantir que demain le fonds ne sera pas dévoyé, quels seraient pour vous les critères essentiels qui devraient être mis en place pour garantir l'effectivité et surtout le fait que voilà, ce soit vraiment la création qui en bénéficie et en particulier l'aide à la première création qui est en effet celle où on prend le plus de risques.
forcément, et personnellement pour celui qui crée, et puis pour celui qui soutient cette création. Donc, si vous aviez pu réfléchir voilà, sur un peu les critères d'attribution, et les critères peut-être de celles et ceux qui pourraient siéger à l'intérieur de cette commission ou comité, je pense que là, ce serait utile d'avoir votre regard. Merci beaucoup. C'est une excellente question. Et alors, juste pour le comité, on l'a à peine un peu détaillé dans le premier article de la proposition de loi, mais effectivement, je vous laisse répondre là-dessus. C'est effectivement une question essentielle. Ça tombait bien, merci, parce que justement, c'est par là que je voulais commencer. Ah, en fait, vous vous êtes entendu. Non, mais ne dites rien. Alors, justement, je crois que, enfin, nous pensons que les premiers critères, c'est qui représente les artistes dans cette je ne sais pas comment on l'appelle, dans ces fonds, dans cet organisme, parce que en fait, c'est un organisme quand même. C'est vrai que malgré toutes les difficultés créées par nos égos toujours surdimensionnés, enfin, ce n'est pas le seul domaine. Ce n'est pas le seul domaine où il y a des égos surdimensionnés. Et nous pensons que la seule possibilité, c'est que ce soit vraiment que ça soit le représentant des artistes eux-mêmes et personne d'autre. Pas des intermédiaires, vraiment. C'est importantissime que ce soit les représentants des artistes eux-mêmes, donc les artistes. À ces propos, et un détail importantissime, et les organismes de gestion collective, les anciennes sociétés de perception et répartition des droits, je dis les anciennes parce qu'il ne faut plus dire ça, il ne faut plus dire non plus société d'auteurs d'ailleurs, il faut dire organisme de gestion collective, la nuance est gigantesque. Et c'est en fait, souvent, et surtout il y en a une qui a toujours beaucoup de prétentions, que je nommerai pas, politesse, et souvent ils prétendent représenter l'ensemble de la population des artistes. C'est absolument faux. Et une société, une OGC représente vraiment ses sociétaires à elle, à lui maintenant, c'est un organisme, pardon. Et il y a une confusion qui a été introduite au moment de la modification du Code de la propriété intellectuelle suite à une directive européenne de mémoire, c'était en 2016. Et il était introduit dans l'article central, les L321, et le fait que les OGC puissent représenter les artistes auteurs dans des institutions sociales. C'est-à-dire que c'est une activité qui ne concerne pas du tout les EGC d'ailleurs. Hein. AGSA, Maison des artistes, ou peut-être même Météna-URSA, enfin bon, bref, ou les fonds de création, les fonds d'aide à la création de l'AFTAS. Pardon, de la formation professionnelle. Excusez-moi, c'est un lapsus. Peut-être mon désir qui se manifeste. Et alors, cette confusion a ensuite été rapportée dans les codes de la sécurité sociale hein, par un cavalier législatif au moment du vote du projet de loi des finances de la sécurité sociale en 2018 par un amendement, l'amendement 1009. Mais nous insistons, c'est écrit dans les codes du travail, c'est écrit, y compris d'ailleurs dans l'article qui était réformé du Code de la propriété intellectuelle, qui fait référence, je cite, sous réserve des règles applicables à la représentation des syndicats professionnels conformément aux dispositions du Code du travail. C'est-à-dire, on doit vraiment s'attacher à ça, à cette représentativité des syndicats. Et j'ai la mauvaise habitude de dire souvent à des entrepreneurs que je fréquente, soit vous discutez avec des syndicats, soit un jour vous saurez
quelque chose de très désordonné comme représentant de ceux qui sont devant vous. Bon, je ne vais pas citer les gilets jaunes, mais bon, je l'ai déjà fait. Ensuite, le deuxième point qui est important de clarifier, c'est l'aide à la création instituée par le Code de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire le fameux cadre copie privée, qui est géré par les organismes de gestion collective. Alors, cette aide à la création, en fait, n'est pas tant que ça une aide à la création, c'est surtout des aides à la diffusion. Et même pour la formation professionnelle continue, la contribution est infime. Elle est infime et elle diminue en plus. C'est-à-dire qu'on peut très bien se laisser aveugler l'oreille par ça, en disant oui, il existe une aide à la création. Oui, mais sauf que les artistes auteurs, les créateurs, en fait, ils s'en bénéficient pratiquement jamais. Et d'ailleurs, les OGC refusent en général. J'ai dit en général parce que je ne connais pas tous les détails quand même des plus importantes. Et en général, les OGC ils refusent d'attribuer des aides à des individus, à des personnes physiques. Il faut que ce soit des personnes morales, que ce soit au pire une association, mais pas des personnes, pas des individus. Je ne sais pas si c'est une question d'ego, si c'est un préjugé pour éviter les conflits, et je n'ai aucune idée, mais ils sont vraiment réticents qu'on ne s'est pas permis. Et je suis un ex-président d'une société d'auteurs, d'une OGC, merci, d'un OGC, et je n'ai toujours pas compris pourquoi on ne peut pas étudier des dossiers des personnes physiques. Merci. Pour laisse la parole à Catherine. Oui, 2 secondes. Maxime, combien de temps avant nous? Pas beaucoup. 8, très bien. 8 minutes. Donc vous avez entendu. Merci, c'était un jeu à Madame Berger. Vous voudrez peut-être ajouter quelque chose peut-être? Moi, je pense que. D'accord. Alors, vous avez 8 minutes. Alors c'est un peu court, alors on va passer directement à nos propositions d'amendement du texte, Ah oui, ça m'intéresse. qui en même temps répondront indirectement à vos questions, parce que nous, ça ne nous inquiète pas, du moment que ce sont effectivement bien les syndicats d'artistes-auteurs, tous, on peut tous les mettre, il n'y a aucun souci, il faut tous les mettre même, je dirais, qui gèrent ce fonds. On a l'habitude de gérer d'autres fonds. Parce que le fonds de formation continue, on est dedans. Donc les critères d'éligibilité, etc., on connaît toutes ces histoires-là. On est aussi dans la commission d'action sociale commune à la GSA et à la NDA. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la commission d'allocation exceptionnelle au CNAP, voilà. Aussi, voilà. Il y a des petits trucs de ci, de là, bon, après qui ont généralement leur propre fonction, qui ne versent que pour telle chose et pas telle autre. Voilà. Mais en tous les cas, c'est la question de savoir gérer un budget, et on sait le faire. Et effectivement, pour le faire, il faut qu'on ait des marges de manœuvre. Et c'est en ce sens qu'on a donc quelques propositions d'amendement au texte. Alors, sur le texte lui-même, première proposition, je vous laisserai. Oui, ce sera plus simple. Oui, c'est toujours désagréable de prendre des notes. Enfin, moi, j'aime pas prendre des notes, donc je vous les laisserai, mes notes. Voilà. Donc, sur le premier article, alors il y a un petit souci parce qu'en réalité il n'y a pas tous les artistes auteurs dans les voilà. Voilà, et puis non seulement ça, mais on ne trouve pas pertinent de renvoyer, on ne voit pas la nécessité en fait de renvoyer à un décret. On peut d'emblée dans la loi cerner tous les domaines. Oui. Non, mais je vous écoute. L'avantage du décret, c'est qu'en général, il permet plus de flexibilité. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'ajuster en cours d'année, vous n'avez pas besoin de revenir
Absolument, je sais bien, mais comme là il s'agit des bénéficiaires, nous quelque part on préfère qu'ils soient dans le marbre. Les artistes. Puisqu'ils pas la seule à dire ça. Voilà. Et donc nous on propose, on les a listés pour vous, hein, que les bénéficiaires, donc ce serait dans l'article 1, en supprimant la phrase, voilà, les bénéficiaires des aides du fonds sont exclusivement par rapport aux soucis qu'on a, ça, voilà, les auteurs et les autrices d'œuvres artistiques, donc œuvres des arts visuels, entre parenthèses, graphique, plastique, photographique, scénographique, multimédia, bande dessinée, illustration, sur petits points. Œuvres littéraires et dramatiques, romans, pièces de théâtre, poésie, etc. Œuvres musicales, sonores, radiographiques et chorégraphiques, tout ça, ça n'y était pas. Et œuvres de visuel et cinématographiques. On a l'habitude d'avoir du point de vue du régime social, les artistes-auteurs sont visés. Donc on a l'habitude comme ça de ces grands domaines, on sait ce qui recouvre, et si là c'est suffisamment ouvert, en fait ça couvre tous les domaines. Voilà. Ensuite, autre modification, donc le conseil est composé de représentants de l'État, parfait, et de façon majoritaire de représentants des artistes-auteurs. Donc ça, c'est trop vague, d'une part, notamment à cause de cette confusion avec les sociétés d'auteurs qui prétendent représenter les auteurs, alors qu'en réalité, elles gèrent un répertoire d'œuvres, elles n'ont pas du tout de mandat syndical, elles ne représentent pas un champ professionnel. Et puis surtout, il faut viser des personnes morales. Quand on dit, parce qu'on a ce problème-là aussi dans notre milieu, où au lieu de faire siéger des personnes qui portent une parole collective, on va choisir, tiens, celui qui a eu la subvention l'année dernière, pour lui dire, bah voilà, tiens, viens siéger dans la commission, et donc c'est des formes de retour d'ascenseur, enfin, voilà, nous ne trouvons pas ça très sain. Donc ce n'est pas des personnes physiques qu'il faut viser, mais bien des personnes morales. Donc nous proposons une modification à la place de représentants des artistes, on marque des représentants des syndicats professionnels des artistes-auteurs qui créent des œuvres artistiques mentionnées au deuxième alinéa au-dessus, voilà. C'est-à-dire tout, bien entendu, sans aucune exclusive, de tous les domaines. Hein. Donc ça c'est pour... Et puis sinon, dans l'article 2, alors on ne marquerait pas d'une aide à la première création, parce que quand on est en début d'activité, ça ne veut pas dire que, je sais pas, moi, le premier tableau à l'huile que j'ai fait, je l'ai fait à 13 ans avec mon grand-père, vous voyez. Donc, voilà, mais j'ai quand même... Donc, bien sûr qu'on a toujours fait des œuvres avant. Donc, je pense qu'il faut supprimer première création. Simplement, le fait, il y a les conditions qui sont données, c'est-à-dire ça fait moins de 3 ans, en fait, qu'ils sont affiliés au régime social, donc ils sont en début d'activité. Et c'est très bien de ne pas mettre autre chose que ces 3 ans, parce qu'on pense naturellement aux jeunes artistes, mais on ne pense pas nécessairement aux femmes qui ont repoussé leur début de carrière et qui attendent d'avoir élevé leurs enfants pour débuter leur carrière artistique, donc il ne faut pas mettre de critères d'âge, c'est le début d'activité, quoi. Et puis il peut y avoir quelqu'un qui a 50 ans, lui... c'est ça, c'est ça. Bien faire c'est ça. J'y ai pensé quand j'étais jeune, j'ai envie de le faire. Voilà, voilà. On a des exemples. Et sinon, là, c'est pareil, vous renvoyez en fait les plafonds de revenus à un décret au Conseil d'État. Et alors ça, c'est un problème, parce que justement, ça retire les paramètres nécessaires pour la gestion du fonds. Je veux dire, on va être, comme dans tout ce type de fonds à budget contraint, on ne sait pas combien, mais il y aura un budget donné en tous les cas, voilà. Donc il faut absolument que le Conseil lui-même puisse jouer sur des manettes, de façon à équilibrer ses comptes, tout simplement. Donc ça, c'est des paramètres, je veux dire, dans le fond de formation continue des artistes-auteurs. Effectivement, là, on est en train d'entrer dans une période de pénurie, alors que jusqu'à présent, on était dans une période où on avait plus que le besoin annuel. À ce moment-là, on joue nécessairement
sur l'éligibilité et le montant en fait de l'aide. On joue sur les deux à la fois pour donc ça, il faut laisser cette marge de gestion en fait. Au fond, parce que sinon, si le plafond est fixé par un décret, il y a un truc ça peut pas être, je veux dire, le droit en face, à un moment donné, s'il n'y a pas assez, on fait quoi? Je veux dire, ce fonds, il ne peut pas être en déficit. Donc il faut forcément qu'il y ait... S'il est en déficit, c'est que les gens découvraient le sérum d'immortalité, c'est déjà pas mal déjà, et qu'en plus, ceux qui sont morts depuis plus de 70 ans reviennent. Et ça, c'est plus flippant quand même. C'est vrai. Donc voilà, mais on va vous laisser ces propositions d'amendement. Alors sur le listing, moi je vais vous répondre. Alors sur le listing, oui, parce qu'en plus c'est une demande des artistes. Alors puisque c'est une demande des artistes, alors c'est vrai que moi au départ, je pensais comme Aurore, qui vient de partir, dire comme ça, détailler, c'est dangereux parce que si jamais on oublie quelqu'un, alors là il va nous tomber à bras raccourcis dessus. Mais par contre, il semblerait que détailler précise quand même les ayants droit. Il ne faut pas qu'on se loupe sur le détail. Et a priori, on a les mêmes listes hein, tous, donc ça devrait aller. Parce qu'il y a une nomenclature de ça, hein, véritablement. Donc on va la mettre et on verra bien. Après, vous avez vu quand même que... C'est toujours important de laisser 3 petits points. Ce que je veux vous dire aussi, parce qu'après je crois qu'on doit bouger, hein, Maxime, on doit bouger. Oui. Bon. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que dans la niche de la France Insoumise, là, il y a donc, à mon avis, il y a 4 propositions, on a fait 6 propositions de loi. Il y en a 4 qui vont passer en hémicycle. Les 2 dernières, ça risque d'être compliqué, mais elles vont toutes passer en commission. Celle-là semble vouloir être discutée. Et par les LR, j'ai discuté avec eux, et sûrement par la République En Marche, semble vouloir être discutée. Alors maintenant, ce qu'elle va passer, il ne faut pas rêver, mais elle va être discutée. Donc dans l'hémicycle. Ouais, elle va être discutée. Parce qu'il y a des propositions là qui sont discutées. Motion de renvoi ou motion de... qui sont repoussées par la commission. Non, mais même dans l'hémicycle, s'il y a une motion de renvoi ou de rejet, et comme la République En Marche a la majorité, elle peut dire motion de rejet, c'est voté, et la loi est rejetée avant qu'elle soit discutée dans l'hémicycle. Ah oui, sans discussion, c'est rejeté sans discussion. Voilà, mais là, celle-là va être rejetée d'avance. D'accord. Alors, maintenant, quand tu as passé, pas quand même, parce que quand même du côté des méchants, hein. Donc, voilà. Donc, mais par contre, le truc, c'est que on va pouvoir, si elle est discutée, en parler ici et ailleurs. C'est-à-dire qu'il va y avoir un cheminement intellectuel, il va y avoir un inconscient collectif qui va être touché par cette problématique-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, et en même temps, il y a de la com à faire derrière. Quoi. Voilà ce que je peux vous dire. Oui, je crois. Mais en même temps, quelle raison? C'est intéressant que ce soit discuté, parce que pourquoi dire non quoi? Ah, moi j'ai dit que s'ils disent non, c'est-à-dire qu'ils ne soutiennent pas les artistes. Voilà, basta. Parce que nous on fait un fonds de soutien aux artistes. Donc s'ils disent non, c'est qu'ils ne soutiennent pas. Oui, basta. Nous on a cherché hein, un truc où on peut dire non. Ouais. Oui, non mais parce que non mais qu'est-ce qui n'irait pas quoi, qu'est-ce qui empêcherait, etc. Alors, en fait, encore, comme ça ne grève pas je propose qu'on coupe l'enregistrement pour que tu dises au revoir et qu'on continue. D'accord. Donc, alors, je vais juste dire au revoir comme ça pour la caméra. Voilà. Ah, ça va être facile maintenant. Merci. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup de votre venue et d'avoir participé à ces auditions. Nous ne manquerons pas de vous donner la suite des événements. Vous pourrez peut-être la suivre, comme je vous l'ai dit, peut-être que cette loi va être débattue et au moins le débat méritera d'exister. Et ça, c'est pas mal. À très bientôt, merci encore.